votre présence. Alors, je vais commencer tout d'abord par remercier HEM et l'ICESCO, l'Organisation du monde islamique pour la science, l'éducation et la culture. En fait, on les remercie principalement pour avoir rendu cet événement possible, mais aussi pour leur engagement indéfectible en faveur de l'échange intellectuel et de l'ouverture académique. Voilà, en fait, on remercie aussi la bibliothèque Mohamed Sqat pour avoir eu la gentillesse de nous héberger dans ces locaux aujourd'hui. Par la même occasion, merci à l'université Hassan II et aux autres universités qui ont participé à cette dynamique de démocratisation de la connaissance et du savoir. Donc, l'université Hassan II en l'occurrence, l'université Ibn Tufayl de Qenitra, l'université en fait, c'est Hassan Ier de Stats et l'université Mohamed V de Rabat. Voilà, donc merci aussi à Madame Amina Kchirit qui aura l'intervention aujourd'hui sur une thématique qui est d'un enjeu primordial pour l'économie nationale et mondiale, à savoir l'économie sociale et solidaire. Bon, 2 points, concilier éthique, performance et bien-être dans le travail. Donc merci beaucoup à Madame Amina pour sa présence. Voilà, donc je vous donne la parole. Merci beaucoup, Sami. Chers participants, merci beaucoup pour votre présence. Et puis également, je remercie les organisateurs qui se sont impliqués dans la mise en place de ce programme de conférences et de tables rondes, de tournantes que nous voyons un petit peu sur les réseaux sociaux depuis quelques temps. Qui arrive un petit peu tard, malheureusement, en fin d'année, puisque nous sommes tous pris par les examens et les étudiants ne sont pas là. Ils sont également, les professeurs sont occupés par la finalisation des examens. Et d'ailleurs, c'est ce que je recommande aux organisateurs, parce que les thèmes que j'ai vus dans ces tables rondes sont extrêmement intéressants. Et puis, les intervenants sont de grande qualité. Et donc, je remercie le travail fait par la bibliothèque Strat pour pouvoir enregistrer et partager ces conférences, parce que comme ça, ceux qui n'ont pas pu assister, ils pourront quand même écouter les différents conférenciers. Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai proposé ce thème pour cette conférence? Bon, vous le savez, moi je suis investie dans l'économie sociale et solidaire depuis plusieurs années, et j'y crois. Je suis économiste de formation. Et mes travaux de recherche au départ, je les ai menés sur la finance classique et notamment sur tout le processus de financement bancaire, etc., ce qu'on appelle le modèle d'endettement. Et que j'ai bien vu qu'au fur et à mesure que les années passent, mais j'y croyais déjà à la base, c'est-à-dire qu'il y a une trentaine d'années, qu'en fait, ce modèle ne pouvait pas durer. Et ben, les années sont passées et j'ai bien vu qu'effectivement, les différentes crises économiques financières nous ont démontré la limite de ce modèle économique libéral avec tous les impacts négatifs sur la société. C'est vrai qu'on a amélioré la consommation, on a amélioré la production, mais on n'a pas forcément amélioré ni le bien-être, ni l'inclusion des personnes, ni même, je dirais, le développement et l'inclusion des personnes qui souvent peuvent être dans une situation difficile. Et c'est la raison pour laquelle je me suis investie dans ce secteur en rentrant au Maroc. Et au départ, je m'étais investie dans le secteur du microcrédit, où j'ai fourni quand même pas mal de promotions en termes de formation master. Et puis après, j'ai livré plusieurs promotions également de diplômés en master en économie sociale et solidaire pour servir un petit peu toutes les organisations de l'économie sociale et solidaire. Nous avons continué dans cette dynamique, ce choix stratégique que nous avons fait au niveau de l'université et de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, de nous investir d'une manière stratégique dans l'économie sociale et solidaire et avec des institutionnels, notamment le ministère chargé du secteur. Et donc, on a abouti à la création d'un laboratoire de recherche et puis à un incubateur, le CIRA-ESS, le Centre d'incubation et de recherche-action, qui accompagne les porteurs de projets dans ce domaine. Et aujourd'hui, nous intervenons dans les territoires et avec l'ambition d'aller toucher véritablement les parties les moins favorisées qui ne sont pas inclus ni socialement, ni financièrement, ni économiquement.
Voilà un petit peu les enjeux. Alors, bien entendu que aujourd'hui, en fait, de par le monde, on est exposé à énormément de défis. Hein, quand on voit un petit peu toutes les guerres qu'il y a dans le monde, les conflits, on voit bien que, et puis on voit également que c'est pas parce qu'on a créé de la richesse qu'on a réduit la pauvreté, bien au contraire. Donc ça, c'est énormément d'enjeux difficiles et environnementaux, je dirais, au niveau mondial, mais également des enjeux et des défis pour le Maroc. Et le défi pour le Maroc, c'est essentiellement au niveau de l'inclusion et donner la dignité à toutes les personnes. Il y a à peu près peut-être un tiers de la population qui a une difficulté d'être incluse, que ce soit économiquement, financièrement, socialement. Et ces personnes, c'est dommage, elles pourraient devenir créatrices de valeur, et c'est ça l'enjeu. Et c'est pour ça que le programme du gouvernement actuel, il a mis en place toute une stratégie pour justement agir sur les différents défis sociaux, hein, que ce soit l'éducation, la santé, que ce soit l'autonomisation économique des femmes. Hein, donc, c'est les enjeux principaux pour lesquels ce gouvernement actuel accorde de l'importance. Donc, je réitère, dorénavant, la préservation de la dignité du citoyen passe par l'intégration de toutes les initiatives et de tous les savoir-faire et la mise en valeur de ces initiatives et de ce savoir-faire. Alors, donc, je parle également d'un enjeu auquel le Maroc fait face, c'est qu'aujourd'hui, il y a les 2/3 de l'investissement qui est fait par l'État et 1/3 donc, par le secteur privé. C'est absolument pas normal. Il faudrait qu'on inverse ces tendances et qu'on passe plutôt à les 2/3 d'investissement portés par le secteur privé et 1/3 par l'État. Pourquoi il faut qu'on arrive à résoudre cette problématique parce que quand l'État investit dans l'infrastructure ou dans un projet de route, d'autoroute, d'aéroport, elle est créatrice. Ce projet peut être créateur d'emplois à court terme, mais il ne peut pas être créateur d'emplois pérennes et durables. Ce qui peut être créateur d'emplois pérennes et durables, c'est toutes les initiatives hein, et toutes les initiatives qui vont être portées par vous, moi, par toutes les personnes qui sont donc dans le secteur privé. Hein. Et on le voit bien, l'économie du Maroc, elle est constituée essentiellement quand même en très grande partie à 90-95% de TPE, et c'est ce créneau d'activité qui est créateur d'emplois. D'autres défis auxquels fait face le Maroc, c'est le taux d'activité des femmes. Hein, vous le savez, hein, je veux dire, on a un taux d'activité qui est aux alentours de 20%. Le taux de chômage galopant, hein, qu'on le voit ces dernières années, qui s'est aggravé. Hein, on parle même de 15% hein, du taux de chômage. Donc, ce sont des défis majeurs hein, pour une population jeune et pour une population dans laquelle beaucoup de femmes travaillent, mais travaillent dans l'informel. Hein. Donc, cette économie, effectivement, elle peut répondre à pas mal d'enjeux. Il y a pas mal de défis, il y a pas mal de problématiques. Je dirais que c'est l'économie qui pourra véritablement structurer l'informel. Si on veut améliorer le taux d'activité des femmes, mais il va falloir qu'on structure l'informel. Si on structure l'informel, on va pouvoir avoir des indicateurs économiques qui sont viables hein, et qui vont pouvoir améliorer. C'est aussi l'économie qui va pouvoir permettre de créer suffisamment d'emplois pour les jeunes et également en matière d'entrepreneuriat. Donc voilà, ça c'est en termes d'introduction. Je voulais juste poser un petit peu ce cadre. Alors, maintenant, cette économie, ces dernières années, elle prend différentes formes. Alors, on parle de l'économie sociale et solidaire, on parle de l'entrepreneuriat social, on parle de l'entrepreneuriat à impact social et environnemental, on parle de l'innovation sociale, on parle de l'entreprise sociale, etc., etc. Ils ont des limites, ils ont des frontières, mais en fait, elles œuvrent pour la même cause. La même cause, c'est répondre au fléau du modèle libéral, avec tout ce qu'il a pu créer. Hein, donc, en matière de destruction du bien commun, qui donc l'environnement, hein, l'écologie,
les océans, etc., etc. Et puis également en matière de création des inégalités. Parce que ce n'est pas parce qu'en fait on a créé de la valeur et on a amélioré la consommation qu'on a réduit les inégalités, bien au contraire, hein, il y a eu davantage d'inégalités. Le Maroc, qui a connu, en fait, ces dernières années, il a mis en place toute une stratégie pour réduire la pauvreté. C'est vrai qu'on a réduit la pauvreté, mais il y a encore énormément d'inégalités au Maroc, notamment entre les personnes qui détiennent le capital et puis les personnes qui ne sont pas créatrices de valeur, qui sont beaucoup plus, en fait, dans une demande de prise en charge, de soutien, et les personnes qui sont dans une situation de vulnérabilité ou de fragilité. Alors, donc, je dirais également, cette économie, c'est une économie humaine. C'est une économie proche du local, du territoire, puisque c'est elle qui va valoriser et qui va protéger les savoir-faire locaux que les populations connaissent, que ce soit dans l'artisanat, dans l'agriculture, dans le bio, etc., etc. Cette économie, en fait, elle a tout à fait sa place parce qu'elle s'intéresse davantage au bien-être de l'homme tout en étant dans l'économique. Alors que l'économique, quand par exemple un grand groupe il va fabriquer dans les pays au moindre coût, par exemple en Asie, l'objectif c'est de générer davantage de bénéfices pour pouvoir redistribuer aux actionnaire. Ce n'est pas du tout l'objectif d'une organisation de l'économie sociale et solidaire. Hein. L'objectif d'une organisation de l'économie sociale et solidaire, c'est de répondre à un besoin social, sociétal, environnemental, c'est mettre en valeur des compétences locales, des savoir-faire ancestraux parfois, hein, qui, si on ne les structure pas, si on ne leur donne pas d'importance, ils risquent d'être perdus. Et donc, c'est une économie de proximité. Et c'est pour ça qu'en fait, elle est plus humaine que le modèle anarchie-libéral qui est orienté en fait vers le profit. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce modèle donc des grandes firmes, on va aller fabriquer en Asie ou dans d'autres pays au moindre coût, on l'a bien vu ces dernières années, il a rencontré énormément de difficultés. L'intérêt également de cette économie sociale et solidaire, c'est que en fait, elle fédère ce qu'on appelle un travail collectif, puisqu'elle est orientée vers l'intérêt général ou l'intérêt collectif. Donc, elle fédère les savoir-faire d'un groupe, d'une communauté. Et ça permet, en fait, je donne juste un exemple, vu qu'en fait, si on gagne de l'argent, on ne va pas le redistribuer à des actionnaires, on va le réinvestir dans la structure. Donc, c'est une entreprise, une organisation qui va plutôt s'autofinancer, financer d'autres projets et non pas distribuer les bénéfices en fait à des actionnaires. Et cette logique, elle est extrêmement différente hein, par rapport à la logique d'une entreprise privée orientée vers le gain d'argent et la réalisation du résultat. Alors, je dirais qu'actuellement, les priorités pour le Maroc, c'est non seulement ces défis que j'ai présentés également, et le nouveau modèle de développement accorde toute une place particulière à l'économie sociale et solidaire, en termes d'intégration, d'inclusion et en termes de création de la valeur. Hein, le nouveau modèle de développement, il y a vraiment, à différents niveaux, on parle des valeurs de l'ESS, qui sont la solidarité, la coopération, etc., etc. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on met dans l'économie sociale et solidaire? Parce qu'on pourrait tendance à y mettre beaucoup de choses, mais des fois, on ne sait pas ce qu'on met dedans. Dans beaucoup de pays, la famille de l'ESS, généralement, c'est les coopératives, c'est les associations, c'est les associations, la finance à impact ou la finance solidaire, c'est les mutuelles et c'est également tout ce qui est micro-activité qui tourne autour des associations et des coopératives, parce que souvent les coopérateurs, ils ont une micro-activité. Soit ils sont artisans, soit ils sont savoir-faire, donc il y a généralement une AGR ou une micro-activité. Et puis après, ils vont créer une coopérative. D'accord ? Ces dernières années, on parle également de l'entreprise sociale. Donc ce modèle, il existe aujourd'hui et il est en train de se développer. Et ça, c'est la loi cadre qui est en cours donc d'adoption au Maroc qui va permettre en fait
de cadrer un petit peu sur le plan juridique fiscal les activités de toutes ces organisations. Il y a des textes juridiques et des lois qui s'appliquent aux associations, aux coopératives et aux mutuelles, etc. L'entreprise sociale, on pourrait dire, elle peut être une SARL, il va falloir qu'elle ait des valeurs et qu'elle réponde à une problématique sociale, sociétale ou environnementale, mais qu'elle puisse donc ne pas être orientée uniquement au gain d'argent, mais beaucoup plus dans une optique d'impact social. Donc la question de l'impact social est importante. Alors on parle également en fait de l'innovation sociale. Alors c'est un terme aussi qui est en train de se développer partout dans le monde, et particulièrement d'ailleurs ces dernières années au Maroc. L'innovation sociale, c'est quoi? C'est en termes de démarche de création d'un produit ou d'un service, c'est venir solliciter les utilisateurs, les consommateurs, et notamment les personnes qu'on ne sollicite jamais, et leur demander leur avis pour pouvoir trouver une solution et répondre à un besoin, mais qui va améliorer la situation de la communauté, des citoyens, etc., etc. Donc, il y a une co-construction, en termes d'approche de conception. Le modèle libéral, il pense pour les citoyens, il fabrique, il met de la com, du marketing, il pousse à la consommation. C'est une approche totalement différente, je dirais. Donc là, c'est une co-construction de solutions. Et cette démarche de co-construction de solutions, on la voit un peu partout. C'est une démarche participative, de co-responsabilité également du consommateur et de l'utilisateur dans la conception d'un produit ou d'un service. Alors, il y a des accélérateurs. Parmi les accélérateurs dans le monde, même si ça fait des années qu'on parle d'économie sociale et solidaire, c'est la résolution des Nations Unies, qui a été adoptée le 18 avril 2023 et qui dit que véritablement, c'est le champ économique qu'il va falloir investir pour la création de l'emploi et pour agir sur les objectifs du développement durable, les ODD. Donc, cette résolution, elle est très importante parce que c'est aux Nations Unies, c'est tous les pays qui l'ont adoptée et le Maroc est engagé également dans je dirais, l'adoption d'un certain nombre de principes qui vont agir en faveur des objectifs du développement durable. Alors, pourquoi est-ce que je parle de l'éthique et de la performance en même temps et du bien-être? Qu'est-ce qui ferait que je pourrais mettre à la fois le mot éthique, performance économique et bien-être dans le travail? Alors, d'abord, en termes d'éthique, je dirais c'est une organisation, en fait, qui a des valeurs morales, des valeurs importantes sur le plan moral, qui sont donc la solidarité, l'utilité sociale et une gouvernance démocratique. Valeurs morales, utilité sociale et démocratie, notamment dans les prises de décision. Les coopératives, c'est un adhérent et une voix. Les associations aussi, elles doivent absolument se soumettre à cette démocratie, même si des fois, ce n'est pas toujours le cas. Et dans les coopératives aussi, ce n'est pas toujours le cas, parce qu'on voit par exemple des présidents et qui deviennent directeurs d'une coopérative, alors que normalement, non. Il y a un directeur de coopérative, il y a un président, et de la même chose pour les associations. D'accord? Donc, normalement, mais malheureusement, on n'a pas encore, en tous les cas, nous on fait un travail de sensibilisation assez important parce qu'on se rend bien compte qu'en fait, les citoyens, même les étudiants, l'environnement n'est pas encore conscient de tous ces enjeux et notamment des modalités de fonctionnement. Alors, il y a de l'utilité sociale, la coopération et l'ancrage dans le territoire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Elle est adaptée aux nécessités des publics donc en situation de vulnérabilité et de fragilité, ou qui n'a pas forcément les moyens financiers. Parce que si vous voulez avoir un crédit, il faut avoir toujours des garanties, il faut avoir un capital, il faut avoir, etc. Ce n'est pas toujours le cas, d'accord? Ce type d'organisation permet à des personnes de démarrer. Je dirais, les réussites que moi j'ai pu voir vraiment intéressantes dans ma vie, c'est des personnes qui démarrent dans une association et qui
évoluent vers une coopérative et qui par la suite font grandir cette coopérative. Et il y en a même qui créent d'autres entreprises, des TPE, etc. Mais il y a des mécanismes qui permettent de le faire. Si vous voulez créer directement une SARL, il vous faut des moyens, il vous faut des garanties. Alors que dans le cas inverse, pour l'ESS, vous pouvez démarrer, sauf que l'association elle est limitée, bien entendu, en termes de chiffre d'affaires. Une coopérative, c'est autre chose. Et donc, c'est pour ça que cette transition, c'est important de la connaître, pour faire évoluer et grandir. Parce que l'idée n'est pas de créer une petite entreprise et qu'elle reste petite. Non, il faut créer une entreprise, il faut l'accompagner dans son développement et dans sa montée en échelle et surtout aller chercher les autres, les fédérer au projet. Parce que quand je parle de la structuration de l'informel, comment est-ce qu'on peut aller chercher toutes les personnes, par exemple plombiers, électriciens, les jeunes qui font du codage, les personnes qui travaillent dans l'artisanat, etc. Comment est-ce qu'on peut aller les chercher et que ces personnes pourront adhérer à un projet commun et chacun va apporter sa compétence, ses savoir-faire et créer une entité dans laquelle ils vont trouver tous un intérêt commun. C'est ça le projet, globalement. D'accord ? Donc il est fédérateur. Et les personnes qui sont dans une coopérative peuvent du coup être assurées socialement, avoir une mutuelle, avoir une retraite, etc. etc. Tous ces mécanismes-là viendront après. D'accord ? Par cet effort collectif et parce qu'on travaille dans l'intérêt général. Donc voilà un petit peu quelques éléments sur les modalités de fonctionnement. Alors, et en fait, c'est pas parce qu'on est dans cette dimension d'utilité sociale qu'on ne va pas être dans la performance économique. Pas du tout. Je dirais qu'il est déjà un des facteurs de la performance, parce que là, la performance se mesure différemment. Un des facteurs de la performance d'une organisation de l'économie sociale, c'est l'autofinancement. On ne voit pas, donc on génère de l'argent, mais on va réinvestir. Et ça, c'est une force. Il y a également la performance en termes d'impact social. Alors, on parle de performance sociale. Là, il y a des indicateurs pour mesurer la performance sociale. Les entreprises peuvent elles-mêmes, d'ailleurs, développer cette dimension de la performance sociale. Ça peut être sur l'égalité genre. Ça peut être sur le respect de l'environnement. Ça peut être quel impact en tant qu'entreprise qu'il gagne de l'argent. Parce que la performance sociale, elle peut être également pour les entreprises privées, pas que pour les organisations de l'ESS. Mais les organisations de l'ESS, elles sont plus concernées par cette question parce qu'elles vont être jugées sur l'impact social en tant que performance. En quoi elles ont amélioré les conditions de vie des gens au niveau de l'éducation, de la santé, de l'autonomisation des femmes, sur le plan économique, etc., etc. Il y a plusieurs critères. Donc, et puis, il y a également, en fait, la performance environnementale. Le projet que je fais, comment est-ce qu'il préserve l'environnement ? Comment est-ce qu'il préserve les emplois ? Comment est-ce qu'il préserve les savoir-faire ? Comment est-ce que l'activité ne dégrade pas l'environnement ? Parce que le modèle libéral, il a été quand même champion dans la dégradation de l'environnement. Vous voyez bien, aujourd'hui, tout le monde parle de la transition écologique, énergétique, préserver les océans, les forêts, etc. etc. Et je dirais même, avec tout ce qu'il a créé, on peut créer d'autres entreprises plus intelligentes. Si on récupère tout ce qui a été créé par le modèle libéral, on peut créer des entreprises plus intelligentes, qui vont préserver davantage l'environnement. Alors, le cas du Maroc, je ne sais pas combien de temps vous me donnez. Je suis dans les temps. Allez-y. Oui. Ouais. Le cas du Maroc en termes d'opportunités, pourquoi est-ce que cette économie fait partie des nouveaux savoirs? Ben oui, parce que ce n'est pas une économie classique. Donc, elle n'est pas connue par tout le monde. Et c'est important qu'on en parle pour que les gens sachent qu'il y a un autre modèle, une autre façon de faire. Une autre façon de faire l'économie. Il n'y a pas que le modèle libéral. D'autant plus qu'il est en train de décliner et qu'on voit bien ses méfaits.
Donc, comment nous, on va investir davantage? Comment vous, la jeunesse, les acteurs, vous allez investir davantage ce secteur? C'est la raison pour laquelle, effectivement, fait partie du nouveau savoir. Et d'autant plus que on ne connaît pas les modalités de fonctionnement, on ne connaît pas tous les textes, on n'a pas suffisamment, je veux dire, monsieur Lambda n'a pas suffisamment accès à toute l'information, et une information facile, accessible, pour pouvoir bénéficier d'un financement, pour voir s'il n'est pas hors de la loi, etc., etc. Il y a tout un travail énorme de sensibilisation et de rendre l'information facile pour tout le monde. Alors, ce secteur, pour moi, représente un enjeu majeur pour le Maroc, à différents niveaux. À la fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour structurer l'informel, pour augmenter le taux d'activité des femmes et l'emploi des jeunes. Ça, c'est le premier indicateur. Pour le nouveau modèle de développement, c'est une priorité, puisqu'il est facteur d'inclusion. C'est aussi le secteur, comme je vous l'ai dit, qui a permis la structuration et le développement de l'agriculture. Les coopératives laitières, elles existent depuis très très longtemps. Les coopératives de blé, les coopératives d'alimentation de bétail, etc. Elles existent depuis très... Et heureusement d'ailleurs qu'elles ont été créées il y a très longtemps. Également dans le secteur de l'artisanat. D'accord? Donc c'est ce modèle-là qui a pu structurer ces activités, qui sont fondamentales pour tout le monde. C'est pour moi le secteur qui a également structuré l'argan, l'activité de l'argan, les produits de terroir, l'artisanat, les produits cosmétiques, les produits bio qu'on nous voyons aujourd'hui et qu'aujourd'hui les gens ils veulent en consommer. C'est une façon de consommer autrement et ne plus être prêt à consommer n'importe quoi comme par le passé. C'est parce qu'on voit bien qu'il y a aussi l'émergence de nouveaux problèmes de santé. Et ces problèmes de santé, c'est aussi à l'origine le modèle libéral où on a consommé à outrance. On a beaucoup stressé pour pouvoir répondre à la performance de l'entreprise et que de nouvelles maladies ont été créées, etc. Donc c'est un nouveau paradigme, c'est une façon de faire. Il va falloir qu'on soit au rendez-vous, nous, au Maroc, pour pouvoir saisir ces opportunités. Alors, le Maroc, aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, sachant qu'on voit qu'il y a de l'économie sociale et solidaire partout, mais les chiffres, malheureusement, manquent de données. Et le ministère chargé du secteur est en train de faire tout un travail colossal avec les acteurs pour pouvoir recenser les données et donner des chiffres plus réels. Alors on parle de 3-4%, et la stratégie du Maroc, ils veulent qu'on arrive à 8-10% du PIB. En France, effectivement, c'est 10 à 12% du PIB, ce qui est énorme. Donc, alors, il y a eu de très gros efforts qui ont été faits ces dernières années grâce à l'impulsion de l'initiative nationale de développement humain et aux acteurs associatifs et les politiques publiques. Aujourd'hui, on a 58 600 coopératives actives. On est à 240 000 associations et à 63 mutuelles. D'accord? Et comme je vous l'ai dit, l'objectif, la stratégie dans les prochaines années, c'est faire voter ce deuxième projet de loi cadre qui est en cours. Il y a je pense qu'il va finir par être adopté. Et puis, également, en fait, qu'on arrive à améliorer ces chiffres mais à les faire apparaître, parce que je pense que les chiffres existent, mais nous ne les connaissons pas, pour montrer un petit peu la part véritablement réelle de ce secteur au niveau de l'économie, pour que ça donne encore davantage envie aux gens et aux acteurs, et pour que cette économie, on lui accorde également les moyens financiers, ce qui est très important. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'association, si vous allez vers une banque, vous n'avez pas de garantie pour avoir un crédit. Donc, et même une coopérative, c'est difficile. Sauf si vous êtes une grande association. Et il y a de grandes associations au Maroc qui arrivent à avoir des crédits. Et pour investir, comme par exemple également les coopératives. Il y a de grandes coopératives qui font des projets d'investissement importants. Voilà. Alors, voilà en gros ce que j'ai envie de partager avec vous.
Et je conclus en vous disant que juste en face, à la faculté des sciences juridiques, économiques, sociales et ENSHOP, nous avons créé un incubateur qui s'appelle le Centre d'incubation et de recherche-action en économie sociale et solidaire. Il est un magnifique espace. Hein. Nous avons également fait la conception d'une plateforme des jeunes nouvelle génération qui est juste à côté, hein, sur la route de Jdida. Hein. C'est vraiment quelque chose d'innovant en matière d'accompagnement des jeunes. Et nous sommes en train de mettre en place une plateforme digitale qui va accompagner dans les territoires et notamment toucher le rural. Et cette plateforme digitale va accompagner les porteurs de projets, toutes les initiatives. Elle va être en plusieurs langues, y compris l'amazigh, donc français, arabe, espagnol et amazigh. Et elle va toucher plusieurs régions, dans un premier temps au Maroc, mais l'idée c'est qu'elle puisse toucher l'ensemble des territoires. Voilà, donc elle est à un stade avancé. Nous allons la présenter dans les assises de l'économie sociale et solidaire qui sont prévues bientôt, le 16 et le 17 juin à Benguir, à l'université Mohamed VI, qui sont donc à leur 5e édition. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et votre présence. Et je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Madame Kchelid. En fait, avant d'ouvrir la séance des questions-réponses, j'aimerais bien revenir sur, récapituler quelque part ce qui a été dit par notre interventrice. En fait, l'économie sociale et solidaire constitue actuellement un paradigme économique qui relève le défi de remettre l'humain au centre de l'activité économique et donc au centre même de la notion de performance. Le constat a été porté par, l'exemple de, comme a dit Mme Kchelid, le fait de la création de la richesse ne réduit pas le taux de pauvreté. Oui, d'une part, d'autre part, et elle engrange plus d'inégalités. Exactement. Et bien justement, donc un premier constat auquel s'ajoute le fait que les individus actuellement, ils créent de la richesse, mais cette richesse, elle reste cantonnée dans le secteur informel. Elle n'est pas exploitée de la meilleure façon possible, que ce soit pour le développement économique local ou même pour l'impact sur le PIB national. Tout à fait, en termes de fiscalité, en termes Exactement. C'est aussi un segment qui est capable de lever le défi du chômage. Voilà, donc actuellement on parle de 15% de chômage de la population active, 20% seulement des femmes qui sont en activité, et du coup donc l'économie sociale et solidaire, elle permettrait quelque part de lever ces défis à impact sociaux et d'intégrer ces personnes dans l'activité économique. Voilà, donc l'économie sociale et solidaire, c'est une économie plutôt humaine qui fédère les besoins d'une communauté. Voilà, elle a pour objectif d'assurer un impact social sur l'écosystème de manière générale, mais aussi en gardant la question de la performance économique au centre de l'activité. Voilà pour les formats actuels qu'on rencontre format statut juridique, si on veut même appeler comme ça. On a des associations, les coopératives, et justement, donc... Ça, c'est ce qui est commun à tous les pays. Voilà. Maintenant, chacun des pays, bon, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais chacun des pays adopte aussi une organisation qui nous convient. Par exemple, nous, au Maroc, on s'est inspiré de différents textes de loi qui existent dans le monde, en Amérique latine, en Europe, etc. Mais le texte de loi qui va être adopté, il répond à la particularité du Maroc. Ouais. Parfait. Donc voilà, finalement, on a dit que c'est une économie axée autour de l'utilité sociale, des valeurs éthiques et de la démocratie.